Bonjour à tous, on se retrouve pour votre point quotidien sur l'actualité du basket et pour ça, je suis rejoint par Benjamin, comme d'habitude cette semaine. Salut Benjamin, en forme? Ouais, ça va plutôt en forme. Pas trop dur le réveil, Benjamin qui nous a fait hier une late session sur Twitch. Je ne sais pas à quelle heure tu as fini, Benjamin. Et pas si tard, J'imagine figure-toi. tard. Ah, ok, j'allais dire, j'imagine tard te connaissant. Mais c'est vrai que tu étais tout seul quand même. Donc le replay sera d'ailleurs disponible sur YouTube, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est sûr On sur verra, Twitch. parce qu'il y a Ah, on eu, verra pour YouTube, il y a d'accord. eu des bugs, il y a eu des trucs, donc voilà, on verra. Mais en Ok. tout Il cas, y a eu des insultes. peut-être. Non, pas du tout. Non, ça s'est bien passé, mais il y avait un trou dans le pantalon. OK, d'accord, ah bah, ça m'intrigue. Bah, n'hésitez pas à aller voir ça sur Twitch. Le replay sera disponible sur Twitch et nous, évidemment, on se retrouve donc pour le CQFR. On va commencer par parler de Nicolas Batum. Nicolas Batum qui fait l'actualité par sa femme, finalement, Lily Batum, qui a lâché quand même une petite bombe, même si elle réfute peut-être un peu le terme de bombe, mais elle a remis au goût du jour quelque chose que Nicolas Batum avait déjà annoncé et c'est quand même une potentielle retraite. Donc, Lily Batum qui dans des tweets, en fait, en des réponses, a quand même précisé que voilà, Nicolas Batum comptait prendre sa retraite en 2024, sa retraite en ce qui concerne la NBA et l'équipe de France. Le but, c'est de mettre un terme à sa carrière après les JO. Après, il y aura peut-être un passage en Europe, allez savoir. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la NBA, c'est d'aller au bout de son contrat avec les Clippers et ensuite, c'est fini. Elle a quand même utilisé le terme, je vais lire son premier tweet, pour cela, il faudrait qu'il continue en NBA et ce n'est absolument pas prévu au programme. C'est quand même ces mots. Alors, elle a fait un peu marche arrière ensuite, Benjamin, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'est ça. Après, c'est plus, voilà, il est agent libre en 2024 et elle le rappelle. Il n'y a pas de contrat, donc c'est pas prévu. Et plus loin dans les réponses, elle dit aussi qu'il y a des chances que l'aventure, enfin, en lisant entre les lignes, elle dit aussi que c'est possible qu'ils poursuivent, que rien n'est acté, etc. Donc c'est difficile de dire si c'est vraiment une décision qui est arrêtée. En tout cas, c'est vrai que voilà, il avait déjà annoncé, mais que dit comme ça semble catégorique. Et un tweet qui retient quand même, qui retient l'attention, c'est vraiment ce Nico a décidé de mettre un terme à sa carrière, entre parenthèses Mm. NBA et EDF, après les JO. Il s'agit donc de sa dernière saison avec les Clippers. Je pense qu'on fait difficilement plus explicite. Donc même si derrière il y a un peu plus de nuances, etc., j'ai quand même l'impression que le plan, c'est celui-ci, quoi. C'est vraiment la retraite après les Jeux Olympiques, donc l'été prochain. Ouais, et puis ça fait une belle note de fin. J'arrive à comprendre, même pour l'équipe de France, tu vois, de se dire, bah voilà, c'est les JO à Paris et je termine là-dessus. Euh, J'imagine que sauf énorme déception aux JO, enfin voilà, s'il y a possibilité de terminer sur une médaille, Batum y prend, quoi. En tout cas, pour ce qui est des Bleus. Et puis pour la NBA, finalement, ça a du sens aussi. Comme tu l'as dit, son contrat est court jusqu'en 2024. Après, ça dépendra sans doute. Moi, ce que j'essaye de comprendre aussi de ces tweets, même s'ils sont légèrement, pas forcément contradictoires, mais on sent qu'il y a eu une nuance qui est apportée après les deux premiers, celui que j'ai lu, celui que tu as lu, où c'est quand même très direct. Euh, Il y a une éventuelle porte de sortie, c'est voilà, s'il y a une offre intéressante en NBA. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire offre intéressante. Est-ce que c'est pour jouer la gagne? Est-ce que c'est financièrement intéressant? On ne sait pas trop. J'imagine que s'il y a vraiment une franchise qui peut éventuellement lui offrir une bague, euh, il sera peut-être tenté par une aventure. Est-ce que tu arrives à imaginer Nicolas Batum encore contribuer pour une équipe dans 2 ans? Bah, moi, oui, carrément, parce qu'aujourd'hui, il a Ouais, 34 ans. L'été prochain, il en aura 35. C'est pas super vieux quand même pour un joueur NBA aujourd'hui. Puis surtout, Nicolas ouais. Batum, il s'est un petit peu quand même réinventé dans ce rôle-là de 3&D qu'il a actuellement. Et la saison dernière, voilà, les stats sont peu rutilantes. 6,1 points, 3,8 rebonds, mais quand même 39% 3 points. Et surtout, quand tu le regardes jouer, bah, solide en défense. Je pense qu'il a encore plusieurs saisons dans les jambes pour être un bon défenseur. Et puis toujours utile à son équipe. En plus, on en parle Mm, comme d'une présence importante dans le vestiaire. Moi, j'ai la sensation exactement. qu'il peut contribuer comme ça pendant un moment, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense le rôle de mentor qui est pas sous-estimé d'ailleurs parce que Batum, c'est un mec qui fait pas de vagues. C'est un gars qui, je pense, je sais pas à quel point c'est un leader. Je pense que le terme leader, de toute façon, est très souvent galvaudé, mais clairement, c'est une présence intéressante dans un vestiaire. Les Clippers l'ont tous souligné ça depuis son arrivée. Euh, je- Même si sur le terrain, et bah voilà, comme tu l'as dit, il y a ce rôle de 3&D. Mais même en fait, avec un temps de jeu réduit, je me dis que même s'il joue pas 20 minutes, même s'il en joue 10, en fait, Batum, il peut être un neuvième ou 10e homme de banc dans 2 ans. Hein, je parle pas maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, il est plus important que ça aux Clippers, mais même dans 2 ans, en fait, il peut remplir ce rôle parfaitement dans une équipe qui joue le titre, quoi.
Il Je peut pense, avoir un hein. rôle qu'a eu Iguodala à un moment aux Warriors, par exemple. Carrément. Et puis, la dernière fois, dans le podcast de lundi, on parlait de déclin et on disait que c'était par rapport à là où tu pars. Et là, maintenant, à 34 ans, Nicolas Batum, c'est 21 minutes par match et c'est titulaire en fin de saison dans une des équipes les plus stackées de la ligue en termes d'effectifs et en particulier au poste d'ailier. Donc, s'il arrive Ouais. à choper 20 minutes ici à 34 ans, je vois pas pourquoi il pourrait pas en avoir 10 minutes, enfin, il pourrait pas avoir 10 minutes, 15 minutes, voire plus, dans 2 ans dans une autre équipe. Donc c'est pour ça, en Ouais. fait, je me dis qu'il y a quand même un monde dans lequel il continue. Après, ce qui est bien avec la déclaration de Lily, c'est que ça nous rappelle surtout que bah voilà, la décision lui appartient. Il n'est pas obligé d'attendre d'être cramé pour s'arrêter. Si lui il veut s'arrêter sur une belle note au JO, à grand bien lui fasse. Mais c'est vrai que du coup, il a quand même moyen de continuer à contribuer. Et moi, je ne serais pas du tout surpris que l'été prochain, il ait plus d'offres sur la table et qu'il ait l'opportunité de continuer si lui en a envie en tout cas. Ouais, parce qu'après, ça, évidemment, faut voir qu'est-ce qui l'intéresse. Est-ce que ça l'intéresse de jouer 10, 15 minutes? Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y aura pas mal d'offres. C'est-à-dire que son contrat, oui, il expire en 2024. Je serais pas surpris qu'il y ait plusieurs équipes qui soient prêtes à le signer à l'été 2024, et notamment parmi des candidats au titre. De toute façon, ce sera un joueur qui coûte. Enfin, on sait que ça sera sans doute autour du minimum à Mhm. cet âge-là. Donc, je pense que pour ce prix, il y a pas beaucoup de mecs capables de mieux faire que Batum, ce qu'il apporte sur 10, 15, 20 minutes dans ce rôle de dixième homme, plus le leader, enfin la présence dans le vestiaire dont on parlait. Donc à voir ce que. Et puis elle précise bien que c'est pas une fin de carrière totale, c'est vraiment fin de carrière NBA et équipe de France. Donc il y a peut-être une porte ouverte aussi en Europe. Ça, j'ai plus de mal à l'imaginer. C'est vrai que après, moi, j'ai cette vision qui est très NBA à la base. Donc, dans ma tête, c'est la NBA avant tout. Et les départs en Europe qu'on voit beaucoup ces temps-ci depuis la NBA, c'est des mecs qui trouvent plus de contrat. Elio Kobo, qui fait des choses magnifiques en Europe, Mm. il était parti à la base parce qu'il avait plus de contrat. Après, il est plus jeune aussi, hein. Mais pareil, Kemba Walker, bah, c'est parce que ça coince. John Wall à Milan, bah, ça coince aussi à chaque fois. Les gars qui sont dans les rumeurs ou qui signent, c'est toujours des mecs qui sont sur la fin. Batum, c'est vrai que ça me ferait un peu bizarre. Après, voilà, il y a quand même ce côté avec Lasvel, il y a un lien qui fait que c'est plausible. Mais quand on en parle justement à Aurélie sur Twitter, Lockdeal lui avait demandé justement est-ce qu'une dernière pige à Lasvel c'est jouable ou est-ce qu'il passe directement dirigeant à 100% après la NBA, donc dirigeant à Lasvel, et elle répondait aucun des deux. Donc c'est là où je me dis est-ce qu'il y a vraiment un retour en Europe qui est prévu ou est-ce que c'est vraiment une possibilité? Je trouve que ce serait bizarre un petit peu. Ouais, de finir en France, là, de finir, tu sais, de boucler la boucle avec une saison en France. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu as raison. Et au passage, j'avais complètement oublié que John Wall allait jouer en Italie, à Milan. Tu viens de me le rappeler. C'est quand même intéressant de le souligner. Mais tu as raison hein, sur les Euh, mecs qui vont en Europe, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai Je que c'est crois pas tout à fait que le même John Wall, cas. ça a été démenti, je crois, justement. Mais Ok. parce que j'avais un doute. Mais voilà, le mec est dans les rumeurs parce qu'on sait qu'en NBA, il n'y a plus de. Ouais, avec NBA, c'est fini. Oui, l'idée est la même. Après, la différence, là, on parle de joueurs américains. Lui, pour le coup, Batum, il est français, tu vois. Donc, il Ouais. y a aussi ce côté retour au pays. Mais après, c'est effectivement peut-être juste la retraite tout court en 2024. Ça serait quand même si on se projette, enfin, si on revient plutôt sur la carrière de Batum, ça serait le départ aussi d'un mec qui a vachement pesé dans le paysage du basket français. Mm. Évidemment, il n'a pas eu, c'est pas Tony Parker, mais Batum, c'est peut-être pas non plus Boris Dio, mais ça reste quand même un mec qui a autant en équipe de France et en NBA qui a été un vrai représentant tricolore marquant clairement. Bah, clairement, ne serait-ce que pour les années Portland en NBA. Et pareil pour l'équipe de France, beaucoup de campagnes, toujours présent, capitaine de l'équipe qui a gagné la médaille d'argent au JO de Tokyo. Donc, c'est quand même des choses qui laissent une empreinte. Après, voilà, c'est vrai que du coup, dans cette perspective-là, un peu l'imaginer retourner en France plutôt qu'ailleurs en Europe, mais vraiment en France, par exemple à Lasvel ou éventuellement dans ses anciens clubs, ça pourrait être intéressant. Et je pense qu'il y a un certain romantisme. Voilà, moi, ça me vend du rêve. C'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer parce qu'en plus, les salaires sont pas à la hauteur de ce qu'il y a en NBA. Donc, sur le plan un peu business, c'est une décision qui est spéciale. Mais voilà, en termes de romantisme, moi, j'achète tout de suite. Mais c'est vrai que là, s'il prend sa retraite, j'ai pas c'est pas non plus vraiment une page qui se tourne,
mais c'est quand même un symbole de cette génération de Français qui s'en va parce que, voilà, c'est un grand monsieur du basket français. Non, clairement. Bon, après, on aura l'occasion, on verra bien ce que ça donne. On aura sans doute plus de précisions dans les prochains mois et puis on aura l'occasion de se replonger un peu plus en détail sur la carrière de Nicolas Batum. Je pense que ça vaudra le coup, même aussi pour ce qu'il a apporté, ce qu'il aurait pu être, ce qu'il a été, et cetera. Je propose qu'on parle d'un autre Français, c'est Victor Wembanyama, la relève pour le coup, Oh, lui, la sa carrière, transition, pas mal. ne va que commencer. Pourquoi on parle de Victor Wembanyama, Benjamin? C'est parce qu'on a eu les dates et les affiches, enfin, on connaissait déjà les groupes, mais les dates et les affiches exactes du tournoi de mi-saison en NBA, donc, qui n'a pas de nom, si je ne dis pas de bêtises, il est sponsorisé. J'ai l'impression que Je, je, non, je vais pas. moi, je te lance sur des trucs non, la NBA Cup, pardon. Si, si, C'est c'est ça, ça, c'est voilà. la NBA Cup pour l'instant. En attendant qu'ils trouvent un sponsor, c'est la NBA Cup. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas encore le Kia NBA Cup ou Ouais, le truc dont on exactement. a l'habitude. Mais oui, on a plus de détails sur le programme, sur comment ça va se faire concrètement. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris en voyant ça, c'est que l'équipe qui a le plus de matchs sur antenne nationale, c'est les Spurs de Victor Wembanyama, qui en a 4, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou 3 peut-être. Ouais, c'est 3 Il y sur en a deux, 3 sur 4. Ok, Ouais, c'est pardon, 3 autant sur pour 4 moi. justement. Et c'est la seule équipe qui en a plus Oui, que qu'il y a 2. plus que deux. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que mine de rien, on voit déjà l'impact médiatique de Victor sur les Spurs. C'est-à-dire que la saison dernière, si ça avait été la même chose, si les Spurs avaient été l'équipe la plus diffusée sur international, ça nous aurait tous choqués. Parce que voilà, c'est une équipe en reconstruction, c'est une équipe qui est très jeune. Généralement, c'est les équipes qui sont un peu oubliées. Et San Antonio, c'est pas exactement le marché le plus sexy de la NBA. C'est pas New York, c'est pas Los Angeles. Donc c'est pas non plus une équipe qui est diffusée parce qu'elle est située idéalement. Et là, le Et, fait qu'elle soit à 3, c'est parce qu'il y a Victor. et clairement, parce que le pire, c'est que les Spurs sont même pas dans le groupe le plus sexy. Je parle en termes purement de marketing et d'audience, c'est-à-dire qu'ils jouent contre. Alors, il y a évidemment les Warriors, donc ça, c'est clair que c'est un match qui va être télévisé. De toute façon, les Warriors, eux aussi, sont une machine à se retrouver sur les chaînes nationales. Mais derrière, c'est le Oklahoma City Thunder. Alors, nous, évidemment, d'un point de vue basket, pour les fans de basket, les gens se diront bah oui, le Thunder, c'est quand même sexy, c'est une équipe jeune, intéressante. Mais il faut comprendre qu'au niveau marché US, c'est euh, le public large américain n'a pas forcément les mêmes critères de sélection et le Thunder, ça reste Oklahoma City, une petite ville. Petite ville, évidemment, encore une fois à l'échelle américaine. Pareil pour ce qui est des Sacramento Kings et les Minnesota Timberwolves. C'est ça le groupe. Alors, le match contre les Wolves, il n'est pas non plus sur la chaîne nationale. Ce qui est dommage C'est parce ceux qu'on aurait eu deux Français du coup sur un match, mais Exactement. Après, là, je pense que Minnesota, on part de trop loin. Encore une fois, pareil, il y a des gens qui vont se révolter en disant non, mais attends, l'équipe, elle est sexy, Anthony Edwards, etc. Oui, bien sûr, je parle vraiment à l'échelle du large public américain. C'est pas une équipe qui fait rêver, qui vend pour ESPN ou pour TNT. Mais donc, les matchs diffusés sur la chaîne nationale, c'est les Kings, les Warriors et le Thunder. Ça donne des très belles affiches en plus pour le coup. En termes de basket, ça va être intéressant. Mais tu as raison de noter que Wembanyama, ça rejoint un peu ce qu'on disait déjà au moment où il a été drafté. En fait, Wembanyama, il va faire cliquer, on a déjà insisté là-dessus beaucoup avec Shai, plus que n'importe quel autre joueur toute cette saison. Et ESPN va clairement axer là-dessus. Tout ce qu'elle peut gratter autour de Wembanyama, elle va le gratter c'est autour du français. c'est pas moi qui vais dire le contraire parce que voilà quoi. Mais Victor, c'est clair qu'il va avoir un impact. On parlait avant la draft d'un impact il fait gagner à la franchise 1 milliard de dollars de valeur. Je sais pas d'où sortait cette estimation, je m'en souviens pas exactement, et je pense qu'elle est peut-être un peu abusée, mais mine de rien, il faut se rendre compte que Victor Wembanyama, quand on en parle comme un prospect générationnel qui vraiment attire les foules, c'est pas du chauvinisme, c'est factuel en fait, tout simplement. Et là, c'est un petit peu la preuve justement que on n'est pas en train de s'emballer parce que c'est un Français, mais que les Américains aussi le voient comme une pépite qui est très télévisuelle, un peu comme un ovni, un objet de curiosité qui fait qu'on va le Ouais. mettre sur antenne nationale et que, en fait, tout le monde veut le voir. Le fait que ce soit diffusé par la NBA, c'est un bon signal. Là, on passe à la vitesse supérieure. Les matchs sur antenne nationale aux États-Unis, c'est extrêmement important. Donc là, vraiment, c'est un impact super. Moi, je ne m'attendais pas à ça directement, hein. Et c'est super intéressant de voir qu'il a cet impact-là sur les Spurs. Moi, je suis pas particulièrement surpris. J'ai l'impression que les Américains sont justement encore plus gaga que les Français, en fait. C'est pas faux, Alors, ouais. eux, ça, parce que on peut évidemment, il y a eu, enfin, de toute façon, c'est simple. Dès qu'il y a eu un prospect qui
et c'est pas qu'en France, c'est partout où on a tendance à très vite dire: «Ah calmez-vous, faut pas s'enflammer» et cetera. Sur Wembanyama, du coup, ça fait déjà un moment maintenant que qu'on en parle en France et il y a toujours ces messages de: «Ouais, calmez-vous, laissez le gamin se développer» et c'est normal, c'est normal aussi de je comprends ceux qui veulent tempérer absolument, mais j'ai l'impression que les Américains, ils vont beaucoup plus loin que les Français justement sur le traitement de Wembanyama. Hem Et aussi parce qu'ils ont cette culture du divertissement, comme tu l'as dit, c'est un objet de curiosité. C'est pas seulement, je pense c'est vraiment ça dépasse largement le cadre du basket. On leur a ven Ils vendent un produit, en fait et le produit qu'ils vendent, c'est, on vous vend le prospect le plus, hypé de tous les temps, donc il faut tout traiter sur ce prospect et ça se calmera que si Wembanyama a des difficultés dans la durée. C'est-à-dire qu'au début, s'il est mauvais, je pense que ça parlera encore beaucoup de lui, justement pour dire qu'il est mauvais. Qu'il n'est pas à la hauteur des attentes qui sont elles-mêmes démesurées. Mais s'il est fort, Wembanyama, je pense qu'il est parti pour avoir un traitement LeBron James, LeBron James-esque pendant des années. Bah, clairement, hein, moi, j'ai jamais vu, en tout cas depuis que je suis vraiment la NBA de près, un prospect qui est aussi attendu. Et clairement, je pense que là, c'est un peu la nouvelle coqueluche des médias américains. Et ne serait-ce que par rapport à ce truc de play-in, enfin de NBA Cup, justement, il y a déjà des articles sur le fait que les Spurs de Victor Wembanyama sont l'équipe la plus télévisée. Et pareil, ça, dans la presse américaine, ça a un poids, parce que ça montre que quand on annonce le format de la saison régulière, l'info qui sort, alors pour nous, moi, si je la sors là, c'est parce qu'il y a un contexte français, mais pour les Américains, ce qui saute aux yeux, c'est aussi ça, en fait. Donc il y a vraiment une attention médiatique qui est toute particulière autour de Wembanyama, et ouais, c'était important à relever. Je me dis que ça pourrait Et être est-ce que intéressant de... Bah, je t'en prie, vas-y. non, non, T- vas-y, dis-moi. je veux voir si on se recoupe, mais j'allais dire justement, ça peut être intéressant de préciser un peu le format pour ceux qui n'ont pas suivi et parler un petit peu de la Cup de manière générale, parce C'est que c'est un sujet sur lequel on ne s'est pas encore trop penché. J'allais te lancer là-dessus, j'allais te demander d'essayer de me vendre le tournoi, de mi-saison. Bah, en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce tournoi, concrètement, c'est qu'il apporte pas beaucoup de contraintes. Alors, comme ça, c'est pas super sexy, mais les 4 matchs Tu raison. de groupe, concrètement, c'est des matchs de saison régulière. Pour certains, ça pourrait enlever de l'enjeu. D'un autre côté, ça nous garantit aussi que les équipes NBA vont jouer sérieusement parce que l'enjeu, il est double. C'est-à-dire qu'il y a ce tournoi dont les équipes se foutent probablement pour la plupart et il y a la saison régulière qui reste extrêmement importante. Donc ça, j'aime bien. Et en fait, pour moi, l'enjeu, donc pour vraiment préciser le format, il y a ce groupe de 4 qui permet de faire un classement. Après, le classement permet de faire un bracket. Et le bracket va en fait emmener certaines équipes en finale, donc quart de finale, demi-finale et la Championship Game, tout ça à Las Vegas au mois de décembre. Donc on va Ouais. vraiment avoir quelque chose qui tombe à peu près au milieu de la saison. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je me dis que sur si peu de matchs, les équipes vont se donner. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce stade-là, euh, qu'est-ce que tu as d'autre à faire concrètement que de jouer ces matchs-là? C'est-à-dire que je pense que les équipes qui sont jeunes, qui n'ont pas intérêt à être super load managées, elles vont jouer le tournoi très sérieusement parce que ça reste des vrais matchs face à des vrais concurrents. Tu représentes ton équipe, tu as moyen de marquer l'histoire d'une certaine manière. Donc je pense qu'il y aura de la compétition. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent ce mois de décembre, en termes de basket en NBA, c'est un moment de creux. On commence à Mmh. arriver vers l'hiver, il y a pas mal de blessures qui commencent à se créer, ça s'essouffle un peu en termes de rythme, il y a un creux dans le calendrier NBA, et là il est enfin comblé. Moi ça j'aime bien, parce que comme Ouais. ça on a vraiment une saison qui est mieux rythmée. Le début de la saison on est hypé, après on a ce tournoi de mi-saison, après on va avoir la trade deadline et l'All-Star Game, le rush final vers les playoffs, et puis les playoffs évidemment qui restera indéniablement le meilleur moment de la saison. Euh, mais donc on n'a plus trop, je trouve, de temps faible dans la saison si le tournoi fonctionne. Après la question c'est est-ce que les joueurs vont vraiment jouer au jeu et est-ce que ça va prendre? Non, mais écoute, tu as bien défendu, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un moment creux. Finale, c'est prévu le 9 décembre à Las Vegas. La finale sera le seul match qui ne compte pas, entre guillemets, dans les résultats de saison régulière. C'est-à-dire que comme ils ont gardé un bracket Est-Ouest, même les quarts de finale, demi-finale seront en fait des matchs de saison régulière entre deux équipes de l'Est ou de l'Ouest. Et la finale, comme ça comprend un Est-Ouest, on ne peut pas savoir à l'avance quelles seront les équipes impliquées, évidemment, par définition. Donc, c'est pas pris en compte dans le calendrier. Ce sera vraiment un match comme ça. Je sais pas comment ils feront pour les stats des finales. Est-ce qu'il y aura une page à part? Mais bon, voilà, si tu mets 60 points sur le match de finale, normalement, ça comptera pas comme ton record en carrière. Je pense que ce sera à Mais part un peu comme le play-in, tu sais. ouais,
Ouais, voilà, exactement. Et on peut le rappeler pour les joueurs, c'est un enjeu financier en vérité, parce que si je dis pas de bêtises, la seule récompense qu'il y a, c'est des primes, quoi. Oui, c'est ça, en fait. J'ai plus les montants exacts, j'ai pas bien préparé mon CQFR, je m'en excuse. Mais de toute façon, Mais on peut être transparent, on ne prépare pas les CQFR. Mais oui, non, j'essaie d'entretenir le mythe, mais c'est vraiment ça. L'équipe qui gagne, du coup, chaque joueur reçoit 500 000 dollars. Pour les finalistes, ok. ça va être 200 000. Pour les demi-finalistes, 100 000. Et pour les quarts de finalistes, 50 000. À 50 000, c'est pas fou, mais il faut se dire que 500 000, par exemple, quand tu te retrouves. Donc, tu l'as dit, les autres matchs, c'est de la saison régulière, donc c'est important. Déjà, 200 000 dollars, on parle de quelque chose. Certes, les joueurs NBA, pour beaucoup d'entre eux, ça représente pas une énorme somme, mais il faut pas oublier que dans chaque équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont payés beaucoup moins que 10 millions de dollars, pour qui ça représente quand même Ouais. une certaine somme d'argent. Et puis même, ça reste un petit bonbon qui est sympa pour les stars. Et 500 000 dollars, c'est quand même une somme intéressante. Et quand tu te retrouves sur un match, et on te dit ce match-là, qui va être diffusé du coup sur, probablement sur antenne nationale, j'ai pas exactement la diffusion pour la finale, mais Oui, mais c'est sûr. bah, ça me paraît évident, ouais, vu que les autres matchs, ils sont aussi. Euh, Ce match-là, du coup, qui va être bien diffusé, où tu représentes ton équipe, qui est un petit peu une grosse plateforme, ce sera le seul match de la journée, etc. Donc c'est quand même un match qui compte sur le plan médiatique. Tu gagnes 500 000 dollars à la fin. Ouah, c'est une prime qui est sympathique. Tu peux te donner pendant 40 minutes pour les 500 000 dollars et pour tout ça, quoi. Ça fait une belle somme à aller claquer le soir même à Vegas, dans des casinos ou autres. Mais Mais clairement. ouais, je te rejoins. De toute façon, on verra ce que ça donne. Mais je reviens sur ton tout premier argument qui était de dire bah, déjà, ça pose pas trop de contraintes. Et je pense que tu as tout à fait raison. J'aurais trouvé très bizarre qu'il y ait une espèce de pause et qu'on fasse une forme de Leaders Cup en NBA, tu sais, où il y a une pause dans le championnat en février et pendant une semaine, tu fais un tournoi. Je pense que ça aurait gonflé tout le monde. Les stars auraient même pas voulu venir. Jimmy Butler, les Jimmy Butler de ce monde, tu vois, ceux qui que ça gonfle déjà là des All-Star Games, ils t'auraient trouvé une excuse pour pas y participer. Et je trouve ça bien aussi qu'il n'y ait pas une trop forte récompense. Tu sais, à une époque, il parlait de bah, le vainqueur, il a une place directe en playoff. J'aurais trouvé ça très bizarre Ouais, aussi. pareil. Donc bon, au final, ils s'en sortent plutôt bien, je trouve, pour ce tournoi. Et on verra si ça prend. Au final, le play-in est devenu un truc plutôt cool. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais Ah, moi, j'aime beaucoup le play-in, je trouve. ouais, moi, Puis même dans les dynamiques de la NBA, typiquement, ça a tout changé, le play-in, parce que tu sais, par exemple, quand les Pelicans avaient trade pour McCollum, pour aller se qualifier en play-off via le play-in et aller titiller un peu les Suns, non seulement c'était une histoire intéressante, mais en plus ça a affecté la construction de leur équipe. Donc ça a vraiment eu un impact sur la NBA dans son ensemble. Là, je pense que ça en aura fatalement moins. Mais typiquement, quand on parle par exemple des primes, il faut imaginer, voilà, c'est une équipe de basket quand même. Dans un vestiaire, nous, on voit les stars, mais les stars, elles voient leurs coéquipiers pas comme des chiffres et des contrats. Et les mecs qui sont au minimum, ils veulent aussi les soutenir. Donc, savoir que tu vas donner 500 000 dollars éventuellement à des mecs qui sont payés beaucoup moins. Bon, je ne les fais pas non plus passer pour des mecs au SMIC, hein. Ils sont tous extrêmement bien payés à échelle humaine. Mais pour les mecs qui sont au minimum, je sais pas quelle est la prime pour les assistants coach, mais voilà, il y a ça aussi. Les équipes vont vouloir se donner. Il y a un côté solidaire dans une équipe, donc je pense que ça va jouer et que ça va être sérieux. Et quand je vois ce que ça donne en WNBA, moi, ça me convainc pas mal sur le même format. Pareil, les matchs se font pendant la saison. Et il y a cette toute petite parenthèse pour la Commissioner Cup, du coup, qui était hier en WNBA pour la finale. Et, ouais. euh, et ça marche super, super bien. Et bah, très belle transition parce que justement, pour le coup, il y a une Française qui a brillé en finale de la Commissioner's Cup. Donc, victoire du New York Liberty contre Las Vegas. 83-64, je crois, le score là. 82-63. 82-63, pardon. Avec 17 points en 14 minutes de Marine Johannes. Marine Johannes qui a été très efficace, qui, n'est pas, qui ne termine pas MVP, donc elle n'a pas la prime du MVP. Ouais, dommage. Elle n'a pas été élue MVP de la rencontre, mais par contre, qui pour le coup a fini meilleure marqueuse en faisant un gros match en termes d'adresse, 6 sur 8 au tir. Donc ça lui fait un trophée de plus à Marine Johannes, qui a déjà été championne de France avec l'Asvel. Elle enchaîne les trophées. Et pour le coup, il a Commissioner's Cup, qui est l'équivalent donc de cette NBA Cup. Je voulais revenir juste un truc sur la NBA Cup, et ça concerne aussi la Commissioner's Cup. Si ça pouvait créer une espèce d'ambiance de, comment dire, bah de coupe, justement. Tu sais, à tous les niveaux, que ce soit en foot, en basket, en hand amateur, en professionnel, tout ce que tu veux,
la coupe, une fois que tu commences à gagner un match ou deux, tu sais, il y a une espèce de petit truc qui se crée. Si ça pouvait faire ça au niveau des franchises et rejoindre ce que tu disais sur le côté, bah, on veut gagner pour les autres, pour les assistants, il y a un peu cette ambiance de coupe. Ça serait déjà une grosse victoire, je pense, pour la Ligue. Ouais, et puis tu vois, je pense que le parallèle, par exemple, avec la Coupe de France de foot, il est pas ouf parce que voilà, il n'y a pas une équipe Ouais, de quatrième division qui va sortir de nulle bien part, sûr. quoi. Mais je me dis que dans le même état d'esprit, il y a des chances aussi que les équipes qui puissent gagner la Commissioner's Cup soient aussi des équipes qui sont peut-être plus jeunes, parce que les équipes qui visent le titre et qui sont plus âgées vont peut-être plus se ménager. Et ça peut être intéressant d'avoir vraiment en fait, des petits poussets qui vont aller bousculer les grosses écuries et qui vont créer de belles histoires. Je vois bien par exemple le Thunder comme une équipe qui pourrait se motiver, tout donner sur Clairement. ce genre d'événement et aller chercher le truc. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans le foot. Alors, enfin, moi je suis pas très foot, hein, ceux qui regardent la late le savent, mais les petites histoires comme ça, c'est toujours super sympa. Donc, voir une franchise de jeunes qu'on n'attend pas, qui est d'habitude pas forcément excellente, qui n'est en tout cas pas un contender, s'imposer, ça pourrait être top. Et je pense qu'on va vite aller vers ce genre de scénario où les jeunes vont prendre ça très à cœur. Et peut-être qu'il y aura même l'envie un petit peu pour les équipes et pour les plus jeunes joueurs d'incarner cette NBA Cup. Si le premier mec qui va marquer 50 points sur une finale de NBA Cup, il va rester dans la mémoire collective quand même. Parce que Ouais. voilà, ça restera le premier, unique, etc. Donc je pense que vraiment, moi j'attends ça. Vraiment les jeunes qui se motivent. Et si ils arrivent à créer ça en NBA, je pense qu'on retrouve ce que tu dis, en fait, cette ambiance de coupe qu'on aime dans les autres sports et qui motive à regarder la chose parce que c'est complètement différent des playoffs. Non, mais c'est possible. On suivra ça évidemment du coup en novembre. Les matchs, les premiers matchs auront lieu tout au long du mois de novembre et ensuite le Final Four avec la finale en décembre. Donc on sera là. D'ailleurs, j'ai vu encore beaucoup de questions dans les commentaires nous demander est-ce qu'on ferait des CQFR pendant la saison régulière. La réponse est oui. Normalement, il n'y aura pas d'interruption de CQFR C'est fort jusqu'à ça. ce que. Ah, en tout cas, c'est pas au programme. Normalement, ça devrait continuer. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que ça continuera pendant la saison régulière. Donc voilà. Donc tous les matins, il y aura un débrief. Il y aura un débrief tous les matins de match tout au long de la saison. Nous, Benjamin, on va se laisser là. On se retrouve demain. Yes, on se dit ça et avec de nouveaux sujets. On espère. En Ouais, tout cas. c'est exactement ça. C'est une pointe d'inquiétude dans ma voix quand même. Ouais, ouais, parce qu'en août, c'est un peu la découverte le matin de ce que ça peut donner. Ah là, Mais ça bon, va. jusqu'à présent, ça va. On arrive à s'en sortir. Donc voilà. Bah, écoutez, bonne journée à tous et ciao. Salut.